libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, la 171M, avec toujours Piquet-Cou à la régie. Bonjour ma camarade. Bonjour tout le monde. Notre Jean, notre hussard noir, aide la République, à ma gauche, bonjour mon Jeannot. Salut à tous, et vive la France. Pour une émission où il sera question entre autres de l'artiste dans les sociétés, mais où est-il donc? Eh ben, il est en dehors de celle-ci. L'artiste et l'engagement politique en toc. Faut dire que les artistes et la politique, c'est pas tout à fait, c'est pas maqué ensemble, c'est pas comme on dit, qui disait en concubinage notoire, l'artiste et la religion. Alors là, par contre, oui, là, il y a forme de concubinage, même si c'est pas très bien vu par les curetons. Bon, les artistes y croient encore un peu. L'artiste et la science, alors notre Jean dit que oui, moi je dis que moi je sais pas qu'ils sont encore ensemble, ça se voit pas trop, sauf peut-être quand monsieur comme Paul et Virginie, ou quand monsieur Hirsch coupe une vache en deux pour la foutre dans le formol. Sur la science. Et l'artiste et l'autorité, on sait ce qu'on y dit à l'autorité, si vous le savez pas, vous êtes irrécupérable. Et on vous le dira pas, parce qu'on s'exprime assez souvent là-dessus. Voilà, pour une émission, donc, consacrée aujourd'hui aux artistes oubliés, mon Jean. Absolument, parce que tout l'été, Piquet-Cou et Robert vous ont compté nombre de ces artistes que l'histoire de l'art a carrément squeezé, pour être poli. Oui. On va un petit peu régulièrement, on fera ça. En vous réécoutant, je trouve que c'était vraiment une idée sympa et régulièrement on reviendra on remettra en lumière ces artistes. Pas seulement du 19e siècle, d'ailleurs. Il y en a au 20e. Il y en a un paquet à toutes les époques. Oui, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, mon Jean, pour cette reconnaissance de nous. de vos efforts estivaux. Pendant que tu te dorais la pilule dans les Pyrénées sur le plateau de Coumélé. En compagnie de Madiran et de Gousse d'ail. Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine, sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel.
Patron, tas d'héliogabale, d'effroi saisi. Quand vous tomberez sous nos balles, chair à fusil, pour que chaque chien sur votre rogne pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, chair à Macquart. C'était Fille d'ouvrier, interprétée par Michel Bernard. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Ça se passe à Sochaux. Vous savez, le fief, la citadelle de l'automobile naufragée. C'est dans une petite PME de 60 ouvriers, 3 barres d'immeubles avec vue sur l'usine Peugeot. Elle embauche à 5 heures dans cette petite PME de 60 employés, sous-traitant de la marque au Lyon. Elle bosse de 5 heures à 13 heures. C'est 7 heures, quoi. Elle va souder des pièces d'acier. 250 en 1 heure. Un ordinateur enregistre son rythme de travail. C'est dur, tout bêtement, sourit Alexandra. L'usine, ça reste l'usine, lui répond une ouvrière. Alexandra est une journaliste qui s'est immergée pendant une vingtaine de jours dans cette usine. Elle n'est pas là en clandestine. Les ouvrières savent que c'est une journaliste. Elle n'est pas payée d'ailleurs pour pas piquer son travail à des ouvriers. Et elle essaye de comprendre, enfin d'éprouver ce qu'éprouvent évidemment les ouvriers de cette usine. Voilà, alors elle est évidemment aidée par les ouvriers et les ouvrières ainsi que par le contre-coup qui essaye d'être assez de pas la brimer, etc., puisqu'elle est pas là pour toujours. Voilà. Et on n'est pas dans une télé-réalité ni en infiltration clandestine, comme je vous l'ai dit. Voilà, parce que et en même temps, les mots c'est bien, mais quand tu vis c'est autre chose, dit une ouvrière à la journaliste. Voilà. Cette ouvrière qui lui dit aussi, et je trouve cette phrase assez extraordinaire, il faut garder ses ambitions, mais diminuer ses rêves. Voilà, c'est ce qui peut sortir de l'esprit d'une ouvrière qui ne dort pas. Elle se réveille à 3h30 le matin, même quand elle ne travaille pas. Voilà. Et vous faites quoi, lui demande la journaliste. Eh bien, elle répond, je lutte. Voilà, c'est tout simple. Le premier dimanche de repos, Gilberte invite la journaliste à un repas de famille. Il y a que le père qui travaille, il a 2 enfants, une femme qui travaille pas. Il gagne à peine le SMIC. Ils vont pas évidemment jusqu'à la fin du mois avec ce salaire. Alors Gilbert élève des lapins, entretient un potager, rationne sa consommation d'essence. Voilà, et Gilberte relève au cours du repas que ils ont même pas pu fêter dans un restaurant leurs 45 ans de mariage parce qu'ils avaient pas assez de thunes. Ils vont donc jamais au restaurant. Voilà, Vous allez voter pour qui, demande Alexandra à cette famille d'ouvriers. Et tous les uns après les autres répondent pour Marine, parce qu'elle nous donnera du travail, disent les 2 garçons. Je relève tout de suite parce que Piquécou m'a alterqué violemment en me disant ouais, mais tous les ouvriers votent pas Marine. Non, je suis d'accord que tous les ouvriers votent pas Marine. Les ouvriers sont d'abord abstentionnistes avant de voter à l'extrême droite, mais ça c'est une famille d'ouvriers vraiment très modeste, à peine le SMIC par mois pour nourrir 4 personnes, payer le loyer, etc. Vous voyez ce que ça peut donner. Et le seul espoir que ces ouvriers mettent dans l'avenir politique, en tout cas, c'est dans Marine Le Pen, quoi. C'est assez terrible. Voilà. Il y a aussi un autre ouvrier qui est syndicaliste CGT qui lève le poing aux notes de l'Internationale, oui bien sûr. Et puis Claudine qui angoisse chaque vendredi lorsque passe sa chef de peur qu'elle ne lui dise de ne pas revenir le lundi. Et à l'écoute de cette chanson que Piquéco a choisie pour introduire cette
cette minitude de luminance, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose à changer dans ce monde d'ouvriers, qui, je le rappelle, sont en France entre 9 et 10 millions. C'est quand même pas rien, c'est le 6e de la population, dont on parle jamais, dont on croit qu'ils n'existent plus, etc. Et ben, vous voyez, ils existent. Ils travaillent toujours en usine à fabriquer 250 pièces à la minute. Il faut les souder. Ça fait plus de 4 pièces par minute. Alors, même si c'est qu'un point de soudure, il faut soutenir leur rythme parce qu'il y a un ordinateur qui surveille tout ça. Voilà. Et ça, pour même pas avoir de thunes pour aller jusqu'à la fin du mois et pouvoir payer un repas d'anniversaire à sa nana après 45 ans de mariage. Bon, voilà un site de Sochaux qu'on imagine. Oui. C'est pas parce que c'est le siège social ou le siège d'origine, hein, ça. Un jour ou l'autre, ils abandonneront aussi ce coin de France qui est déjà. Ouais. C'est pas brillant, hein. Non. Les pollutions de guerre, tiens, c'est sûr, et là tu viens de le dire de belle façon, il y a des nuisances plus modernes et plus préoccupantes que les pollutions de guerre. Seulement voilà, tu vois, le nouvel et très exhaustif inventaire réalisé par l'ONG Robin des Bois sur les déchets laissés par les 3 dernières guerres, celle de 1870, tu sais, la fameuse franco-prussienne ou franco-allemande, je sais plus comment on l'appelle, franco-prussienne. Celle de 14-18, la Grande Guerre, moi mon colon, celle que je préfère. C'est la guerre de 14-18. C'est la guerre de 14-18. Et aussi celle de 39-45. Maréchal, nous voilà. Déchets laissés dans les 7 régions du nord et de l'est de la France. Laisse comme un malaise, tu vois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour ne prendre qu'elle, rappelle l'ONG, 7700 communes françaises ont été bombardées. 74% des bombes anglaises et 76% des bombes allemandes n'ont pas explosé et ont pénétré pour la majorité d'entre elles jusqu'à 4 mètres de profondeur, pour 20% jusqu'à 6 mètres, pour 70% jusqu'à 7 mètres et pour 7% au-delà de 9 mètres de profondeur. Chaque année, ce sont d'ailleurs de 500 à 800 tonnes de munitions anciennes, abandonnées ou dégradées, qui sont découvertes. Surprise, ces résidus toxiques, parfois à base de poisons violents, comme l'hypérite de triste mémoire, le phosphore blanc ou le phosgène, ne sont toujours pas considérés comme des déchets à proprement parler, malgré l'insistance du ministère de l'Environnement. C'est simple, à chaque fois, le ministère de la Défense s'y oppose. Du coup, Robin des Bois dénonce les destructions sur place par enfouissement, immersion ou combustion à ciel ouvert, qui ne semblent pas s'embarrasser du tout des contraintes du Code de l'environnement. En attendant que la ministre socialiste Delphine Batho s'empare du dossier, ce qui devrait vous laisser pas mal de temps, vous pouvez consulter la teneur de votre environnement explosif sur les cartes très didactiques du site de l'ONG Robin des Bois. Alors je vais vous donner le site internet, http:// après les W, Robin des Bois, tout en attaché, .org. Je répète, http:// www.robindesbois.org. Voilà. Vous y apprendrez. Alors attention, ça n'a pas été fait par un graphiste. C'est moche. Mais qu'est-ce que c'est moche. C'est vilain comme tout, mais par contre c'est extrêmement didactique, vachement bien fait sur le plan de la profondeur, on va dire. Ça va bien avec le sujet d'ailleurs. Voilà, le contenu y est, le contenant lui n'est pas esthétique. Et vous y apprendrez aussi tout un tas de trucs sur la démolition des navires, sur les déchets générés par le tsunami et le tremblement de terre au Japon, sur ceux qui traînent dans l'espace, les déchets, sur les incendies de forêt en Russie, ainsi que plus pratique, sur ce qu'il convient de faire en cas d'inondation. Voilà, très bien fait ce site. http:// www.robindesbois.org. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci mon Jean. Juste, j'aurais, après ce que vient de dire Jean, pas revenir sur ce qu'il a dit, ça suffit. On a tous compris, mais dire que le petit blabla que j'ai fait en début de Minitube, c'est pompé sur le canard de la semaine dernière. Moi, je vais vous parler de la marche des paysans sans terre en Inde. Le 2 octobre 2012, donc c'est la date anniversaire de la naissance de Gandhi.
marque le départ de la grande marche non violente pour promouvoir les droits des paysans indiens, au cours de laquelle 100 000 exclus vont parcourir 285 km et arriver à Delhi. C'est une marche qui est inspirée de la marche du sel de Gandhi en 1930. Cette manifestation représente la plus grande action jamais organisée dans le cadre du combat pour l'accès à la terre. Des mouvements sociaux partout dans le monde soutiennent cette initiative pour faire entendre la voix des sans-terres au gouvernement indien et défendre la souveraineté alimentaire pour toutes. À partir de 1966, l'État indien a amorcé une révolution verte. Alors, par révolution verte, il faut entendre une politique de transformation des agricultures des pays en développement qui est fondée principalement sur l'intensification et l'utilisation de variétés de céréales à haut potentiel de rendement, ainsi que sur l'utilisation d'intrants chimiques. Cette révolution verte a été accompagnée de politiques de libéralisation des marchés agricoles, et ce au détriment des cultures vivrières. Environ 75% de la population indienne vit en zone rurale et dépend de l'agriculture familiale et paysanne pour vivre. Pourtant, près de 220 millions d'Indiens, d'Indiennes n'ont pas accès à une terre qui leur permettrait de se nourrir de leur production. Les petites parcelles paysannes ont laissé place aux immenses exploitations intensives et au développement exponentiel des agrocarburants. Pour obtenir que les autorités indiennes prennent en compte les véritables besoins des populations indiennes et engagent une véritable réforme agraire, le mouvement Ekta Parishad organise depuis sa création, en 1991, des actions non violentes, des marches, des sit-ins, des réunions publiques dans de nombreux États indiens. Ekta Parishad travaille en priorité avec les paysans et les paysannes, les Dalits et les communautés tribales en développant des projets de développement communautaire et local. Ekta Parishad défend en particulier l'accès des femmes à la terre, fort du constat que celle-ci représente environ 75% des travailleurs agricoles, mais seulement 10% des propriétaires fonciers. Voilà, en 2007, cette association a mobilisé 25 000 marcheurs et après un mois de marche, ils ont obtenu l'engagement du gouvernement indien de mettre en œuvre la réforme agraire demandée. Aujourd'hui, les mouvements sociaux indiens constatent que cette réforme, comme de nombreuses lois adoptées afin d'assurer l'accès aux ressources naturelles, n'a pas été mise en œuvre au profit du plus grand nombre. Voilà, c'est pourquoi cette nouvelle marche est organisée. Oui, on est toujours étonné. C'est toujours la même histoire. Oui, c'est la même histoire aux Indes, ici, ailleurs. C'était pareil au Brésil. Enfin, bon. La voir se répéter à ce point, c'est toujours une source d'étonnement, mais bon, c'est pas prêt de cesser. Hein. Voilà, ouais, on est content de l'apprendre une fois de plus. खड़काया जद्दी जो दिया हक्की खंडानी खड़काया जद्दी जो दिया आओ तेरे बेख ले समाजवादी लारे तू नित कूकदी ओ तू नित कूकदी मैं लोकां दी तू नित कूकदी मैं लोकां दी आ तेरे था देख लेनी असी कारे असी पहुंचना शहीदां वाली मंजिल ते असी पहुंचना शहीदां वाली मंजिल ते आओ सानू सतगुर कोलो जेड़ी नी बंगारे सानू गुरती दत्ती ओ सानू गुरती दत्ती बाबे बूझे शेर ने सानू गुरती दत्ती बाबे बूझे शेर ने आओ लाल फलेरा चुक चुक मारदा ललकारे ओ बागू मंगदे नेगे चंदन दी अंगियारी दे ओ बागू मंगदे नेगे चंदन दी अंगियारी दे आओ पैरा थल्ले होए दब्बे कुलियां तारे सानू दस दे तेरे मुल्खां दा इतिहास नी आओ सानू दस दे तेरे मुल्खां दा इतिहास नी आओ कामे जुतदे कहंदे लोटू सजदा हारे राता दस गए ने. C'était Ban Singh, c'est un paysan pauvre du nord de l'Inde
qui a été passé à tabac. Alors passé à tabac, c'est pas un moindre mot. Il est carrément, il a eu le corps complètement battu. Il a plus de bras, il a plus qu'une jambe, parce qu'il avait osé traîner en justice les violeurs de sa fille. Et il chante aujourd'hui donc la révolution au nom de tous les opprimés. Ses chansons sont a cappella, chantées avec rage en pendjabi, et il dénonce donc les inégalités héritées du système des castes, l'exploitation des paysans sans terre, la corruption politique et toutes les violences. C'est sur Radio Libertaire. La fédération anarchiste, il commence à fatiguer. Cette voix qui est sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, la 171e, à Piquet-Coup à la régie et à la programmation musicale, notre Jean, à l'orchestration de cette petite émission, et Shlomo qui vous cause dans le poste pour vous présenter le premier texte de cette émission qui est consacré, excusez-moi, qui est consacré à l'éloge du démodé par Michel Chailloux. C'est notre Jean qui s'y colle pour le commentaire, et après je suppose que c'est notre Piquet-Coup qui va s'y mettre pour la suite. C'est bien les lunettes et le casque là. Oui, mon Jean. J'avais cru qu'on reverrait jamais ça, et j'aime bien cette petite. Moi, je suis très très rituel, tu sais. Enfin, tu l'as remarqué déjà depuis un moment. Oui, bien sûr. Donc j'avoue que ça me manquait. D'un éloge du démodé, par Michel Chailloux. Michel Chailloux, il est né en 1930. Dans cet essai qui a été récemment publié, je crois que c'était juste avant l'été, par les éditions de La Différence, dans leur collection politique, qui compte 6 titres, je crois, maintenant. On avait inauguré le premier avec Claude Minereau. Oui. Qui s'appelait déjà? Oh, c'est bien, bravo. Non, mais parce que j'ai eu tellement de choses. Le capitalisme financier, voilà, un terrorisme planétaire. Voilà, c'est ça. Donc, dans cet essai où l'auteur, Michel Chailloux, donc avec une certaine virulence, nous confie son refus de se joindre au concert tapageur de ceux qui courent éperdument derrière la modernité. S'éloigner de la clameur du moderne, préférer l'implicite et ses chuchotis à l'explicite qui aboie ses vérités, se montrer plus sensible à l'écho qu'à la voix qui la produit, en place des autoroutes, privilégier les sentes perdues et perdues de la confidence et du secret. Tenez, il n'y a pas si longtemps, une femme, dans un train, un après-midi. On roulait vers Nantes, ma ville natale, où l'enfant que j'étais naguère devait déjà m'attendre à la gare. Une jeune blonde, vive, créature vêtue de couleurs brillantes, me voyant plonger de la tête aux pieds dans un vague roman depuis Montparnasse, me jeta soudain désinvolte en se levant. Tout ça c'est fini. Et le mépris accompagnait sa main désignant mon livre. Comment aurais-je pu lui répondre? Elle avait déjà tourné les talons et s'éloignait très sûre d'elle dans les profondeurs de l'Anjou. Autant vous l'avouer tout de suite, j'ai 80 ans. Ma porte a d'ailleurs le même âge, qui geint au fond du couloir. Au moindre toucher, elle s'apeure, ne cesse de branler sur ses gonds. Que cache-t-elle donc d'inexpliqué dans son bois tendre qui tressaille? Ouverte, elle semble s'effrayer de s'être ainsi laissée ouvrir. Fermée, elle paraît contenir avec peine ce que je suis. Un individu de moyenne stature, que la moindre rue dépasse, que le tumulte du monde ensevelit. Le démodé, ce sentiment, cette humeur m'apparaît de plus en plus comme un reflux. On se retire devant la vague du modernisme de crainte d'être noyé par elle, aspirant au contraire à une prochaine grande marée qui nous rapprocherait à pied sec de l'horizon. Chercher l'horizon en tout, amour, amitié, sympathie, lecture, musique. L'art ne serait-il pas une manière de s'en rapprocher, je veux dire de l'horizon, une façon de se pencher sur sa rambarde à la faveur d'une œuvre, pour espérer voir au-delà, un peu plus loin que l'instant, que la seconde, que l'heure, cet arbre à minutes. Le moment serait-il venu, à la faveur de ces lectures d'un autre temps, dont les fumées nous rapprochent du feu, d'essayer enfin de lire, traduire, déchiffrer le latin de nos ombres, distractions, rêveries de toute espèce, et de nous demander qu'est-ce donc que ce type d'homme ou de femme si perpétuellement ailleurs, de tenter en quelque sorte d'en établir l'hypothétique état civil. D'abord, il vivrait anonyme, sous son nom.
Quelle que soit son activité, il s'effraie de tout engouement général. Les mots d'ordre sur les pancartes ne sont le plus souvent pas les siens. Il recherche la parole non entendue, la sente pas encore frayée par l'esprit, la phrase dans un livre qui lui ouvre un monde, la touche de peinture dans un tableau qui lui divulgue les dessous de sa couleur, le commerce avec les éléments, la mer au mieux de sa forme, le ciel dans tous ses éclats. Une nuit l'obsède. Cette nuit bilingue du jour où l'on tâtonne tous à notre insu dans nos moments perdus. La solitude est sa patrie, l'heure sa poésie qui le soutient à la fenêtre où il s'accoude, à la porte où il se tient à moitié, avoué par l'entrebâillement de son sol. Au dehors, la ville crie. Il ne souhaite pas participer à cette criaillerie, au tintamarre général. Il a depuis toujours choisi la flûte à bec, ce qui s'énonce en sourdine, le filet de voix du doute, plutôt que le clairon de l'affirmation. Merci Piquet-Cou. Alors, Éloge du démodé donc de Michel Chailloux est publié aux éditions de La Différence, comme je l'ai dit. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Oberkamp, fille du calvaire ou républicain. Jamais il ne fait une erreur. Ah non, jamais. Une diction parfaite. Ouais. Téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. La voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille la 171M, avec toujours Piquet-Cou à la régie. Bonjour ma camarade. Bonjour tout le monde. Notre Jean, notre hussard noir, aide la République, à ma gauche, bonjour mon Jeannot. Salut à tous, et vive la France. Pour une émission où il sera question en trottin de l'artiste dans les sociétés, mais où est-il donc? Eh ben, il est en dehors de celle-ci. L'artiste, c'est l'engagement politique sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans métapib, à Racaille, la 175, Pichitou, la librairie
Publico, non, je déconne. Bichico à la régie, Jean qui prend des notes, il est fait vraiment studieux à côté de moi, là, j'ai un peu la... Belle chanson, hein. Ah, Démodé Marcel Amont, je connaissais pas. Ouais. Donc le violon de Didier Lockwood Voilà, tout à derrière, fait. c'est Ah ça, oui, ouais, c'est pas mal. C'est ce qui sauve tout. Voilà. Je pensais aussi à la chanson de Boris Vian, Je suis snob, hein, Ah oui. qui fait exactement le contrepoint en fait, mais qui signifie la même chose Absolument. à l'arrivée. C'est vrai. Bien, je rappellerai quand même au passage, puisque nous avons parlé de l'édition de la différence, et moi je cire les pompes, que est paru un bouquin qui s'appelle L'Effrayable, dont vous avez pu voir évidemment l'annonce aussi dans les cinémas MK2. Géniale annonce cinématographique, et que ce petit livre, un premier livre, peut être comment on dit quand il est dans les choses de Piécou ou Jean là, les intellos de la bande là, quand c'est les bouquins sont sélectionnés pour les prix. Ah, par les libraires ou des choses comme ça, pour l'instant. Ouais, il est dans les 20 premiers. Ah, d'accord. Voilà. Le choix des libraires, donc. Le choix des libraires, oui. Dans la presse, évidemment, pas dans la presse d'extrême droite. Mais les libraires sont incorruptibles, Robert. Ouais, alors que les membres des jurys... Oui. Je te rappelle le fameux Galli-Grasseuil, n'est-ce pas, auquel quand même peu de prix... Le trio infernal auquel peu de prix littéraires échappent. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Alors, pour redonner du lustre au prix, de temps en temps, il lâche une miette. Une miette, on peut le dire. Petite maison d'édition. Pour vous creuser tout de suite, parce qu'on y retourne, à Histoire de vie, Histoire d'artiste, Histoire d'un artiste oublié, et celui dont je vais vous causer dans le poste tout de suite, avant mes camarades qui vous parleront d'autres artistes oubliés, de Adolphe Monticelli ou Monticelli, ça dépend si on le prononce à l'italienne ou à la franchouillarde, qui a vécu entre 1824 et 1886 et il est né à Marseille, mort à Marseille, mais entre-temps, il s'est un peu baladé. Oui, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, c'est pas du tout un artiste de la Renaissance italienne. Non, mais ça va. Mais si, Monticelli, c'est celui qui a fait le sacre du printemps. C'est Monticelli que Vincent Van Gogh admirait, parce qu'il le considérait comme un modèle pour sa peinture. Et toujours le même Vincent était également fasciné par l'homme enchaîné à son travail jusqu'à l'épuisement. Parce que ce mec-là, Monticelli, il travaillait énormément. Oui. Et c'est Van Gogh, d'ailleurs, a un peu fini comme lui, aussi misérable. Voilà, et il travaillait aussi comme une brute. Il faisait, à Auvers-sur-Oise, les 2 derniers mois de sa vie, il a fait, une centaine de peintures. Donc Monticelli, tu le définirais comme un staccanoviste de la barbouille, quoi. Ah oui, c'est un peu, oui, c'est ça, oui. Mais alors, pas un staccanoviste pour gagner de la thune, parce qu'il n'en a jamais gagné vraiment, mais il aimait vraiment ça, quoi. C'était... Il a peut-être jamais cessé d'espérer, remarque. Oui, peut-être aussi. Mais enfin, il a quand même barbouillé avec Cézanne. Enfin, tous les deux, ils ont eu comme une aventure commune. Ils se sont barrés un jour pendant 1 mois dans les collines autour de Marseille. Ils couchaient dans les fermes, tout ça. Ils discutaient et ils barbouillaient, quoi, dans les collines de Marseille. Avec Cézanne et Monticelli, toi. À ses débuts académiques par obligation, Monticelli nous montrera plus tard que la perfection des formes n'était pas vraiment dans sa nature. Des formes floues et se confondent dans de mystérieuses imbrications, et c'est dans le flou des formes et l'imprécision du trait que réside la beauté sauvage de sa peinture. Et d'ailleurs, notre Jean vous parlera tout à l'heure dans les expos d'un peintre, Eugène Leroy, que j'ai découvert grâce à notre Jean. Il m'a fait découvrir tellement de choses depuis qu'elle se connaît. Si ça, c'est pas une déclaration d'amour. Ah, maman Jean, c'est bien que c'est un amour inextinguible. Et puis, ces œuvres, on revient à Monticelli, on lâche la grappe à notre Jean, il y a d'autres choses à faire. Ces œuvres sont le résultat de recherches permanentes et répétées, où c'était un mec qui était toujours dans la recherche, et sur les réactions chimiques des coloris et la lumière, qui tiennent une place prépondérante dans son œuvre. Ça, oui. Pour lui, l'ombre noire et dure n'existe pas. Ouais, on balayait l'ombre noire et dure. Non, elle n'existe pas. C'est la couleur qui devient sujet vivant et la lumière mouvement. Et c'est ainsi que toutes ces œuvres seront le terreau de ses recherches
et de ses découvertes. C'est-à-dire que l'œuvre, c'est pas seulement un objet fini, mais c'est une, comme ils disent, le terreau de chercher. Il est toujours dans ses œuvres en train de chercher ce qui pourrait bien en tirer de nouveau. D'une peinture expressive travaillée dans une matière souple et épaisse, une pâte appliquée de manière inégale, oui, c'est pas l'huile frottie, il connaît pas, hein, formant des agglomérats à la surface de la toile en laissant des parties de celle-ci découvertes. D'ailleurs, quand je dis la toile, il travaillait beaucoup sur bois aussi, Monticelli. Il volait mieux d'ailleurs parce qu'il y avait ce qu'il foutait dessus. Le bois, ça pouvait tenir le coup, alors qu'une toile, elle aurait peut-être été un petit peu abîmée. Une facture qui permettait de donner de la vie au sujet où la lumière, figée dans la matière lourde, le transfigurait en le dotant d'un rayonnement intérieur. C'est vrai que on a l'impression que la lumière, elle passe dans les couches, tu vois, qu'elle se diffuse et puis qu'elle ressorte. Enfin, oui, ça donne l'impression que là-dedans ça bouge, quoi, qu'il y a quelque chose qui vit. Et le maître de Monticelli, Jules de Lémile, qui c'était donc Delacroix, comme le maître de pas mal de gens qui ont suivi. Van Gogh aussi aimait Delacroix, etc. Il y en a pas mal qui sont inspirés de ses recherches sur les couleurs, justement. Le peintre Paul Guigou, là je fais un petit aparté pour un peu casser le rythme de mon blabla, disait de Monticelli, j'ai pu le voir dans les dernières années de sa vie, et c'était un beau vieillard au visage empreint d'une fatigue majestueuse. Oh, il était complètement alcoolo, mais enfin ça, il n'en parle pas. Un puissant crâne chauve, une grande barbe tombant sur sa poitrine, la paix du regard et la lenteur de la démarche, on peut comprendre pourquoi, lui donnaient l'air d'un religieux, et on sait que les religieux ils biberonnent pas mal, et par la large bonhomie répandue sur sa personne, il faisait encore songer à quelques vieux maîtres d'autrefois, très honorés et très doux. Là, je pense qu'il y a un petit peu de... Bon, c'est gentil. Hein, moi, ça me fait penser à quelqu'un. Ah oui? Mais qui? Merde, tes causeries. Je pense qu'il y a quand même une petite identification là, qui s'est faite quelque part. Par contre, les contemporains de Monticelli, et ça a duré très longtemps, c'est ce qui explique peut-être l'ostracisme dont il était victime, les contemporains de Monticelli furent choqués par son style empâté, qui affirme la matérialité de la peinture, du support et de l'outil. C'est-à-dire qu'il n'essayait pas de cacher avec quoi il travaillait, comment il travaillait, etc. C'est habitué. Alors les contemporains étaient habitués aux touches fondues, des artistes exposant au salon officiel, et donc ils résistèrent à cette écriture rugueuse où chaque coup de pinceau reste visible à la surface de la toile, abolissant l'illusionnisme. Oui, parce que à ce moment-là, on faisait plutôt des milliardises où tout était en fait. Oui, il faut rappeler que c'est ça, hein, parce que c'est vraiment, il travaillait la pâte dans l'épaisseur, et c'est 1850. Hein, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais, là, on était plutôt dans le frottis. Ouais. Alors, il a été classé évidemment par un célèbre écrivain, poète et critique et théoricien de l'art de cette époque qui s'appelait Albert Aurier. Il a été classé dans la catégorie des isolés et fut pendant longtemps écarté du panthéon des maîtres admirés. Ouais, son style fort et singulier dérangeait. Oui, je pense qu'il se rattache d'une certaine manière un peu aux artistes singuliers. N'était-ce pas là un art de fou, au cerveau dérangé, qui déformait systématiquement la réalité? Moi, je pense qu'il la déformait pas volontairement. S'il la ressentait comme ça, la réalité. Puis, avec sa technique picturale, évidemment, ça pouvait pas être autrement. Les peintres furent les premiers, c'est souvent un peu le cas pour les artistes comme ça, qui sont rejetés, par leurs contemporains, sont les peintres, ces pairs, qui furent les premiers à le reconnaître, suivis par quelques collectionneurs audacieux. Mais la critique, par contre, on n'est pas étonné parce que la critique est toujours en train de retard. Comme souvent, lorsqu'il s'agit d'artistes inclassables, à lui rendre hommage. Elle tarda à lui rendre hommage, oui. D'ailleurs, je ne sais pas si elle lui a jamais rendu hommage. Il fallut attendre le salon d'automne de 1908 pour voir apparaître une rétrospective des œuvres de Monticelli. Au début du siècle dernier, les tableaux de cet artiste s'achetaient pour quelques francs seulement. Et ça a duré longtemps, jusqu'à récemment. Et Monticelli est victime de l'ironie du sort, constatait Louise G. Gann en novembre 1922. Alors j'ai essayé de m'informer qui était cette nana, Louise G. Gann. J'ai pas vraiment trouvé de truc sur elle, donc mais je vous le livre quand même parce que dire de cet artiste qu'elle est victime de l'ironie du sort, je trouve que c'est assez amusant. C'est aujourd'hui à travers le regard de Van Gogh, oui,
parce que je vous rappelez au début de mon bas-plat, je parlais de l'admiration de Van Gogh pour lui, que se produit la réhabilitation de Monticelli, dont l'œuvre reste peu visible dans les musées. Je crois qu'il y en a un au musée d'Orsay. Ouais. Alors, actuellement, il y a eu plusieurs expositions où il était associé à Van Gogh, par exemple à la Grande Charité à Marseille. D'ailleurs, c'est un bâtiment magnifique. Si vous êtes dans le coin, il faut y aller parce que c'est vraiment très beau. Mais je trouve que c'est un peu dommage pour Van Gogh de le foutre à côté de Monticelli parce que là, il disparaît complètement, de mon point de vue. C'est un point de vue très malveillant, complètement. Oh là, je Sans trouve. parti pris. Sans parti pris du tout. Puis renier ainsi ses amours de jeunesse, c'est pas très élégant, monsieur Robert. Hein. Voilà, alors donc si Enfin, vous je voulez... pense que tu as bien fait d'insister quand même sur le fait qu'il a toujours, attention, il a toujours été apprécié d'autres artistes, hein. Oui, tout Mais à du fait. grand public, jamais. Jamais. Voilà, hein, Du moins, peut-être. puis Ouais. surtout des collectionneurs habituels des musées, etc. Moi, je pense que c'est plus par le regard de Robert que par celui de Van Gogh que va Oui, c'est ça. Bon. se déclencher réellement la réhabilitation de Monticelli. Enfin, je dis comme ça. Ouais, mais sauf que l'histoire d'Eugène Leroy dont tu vas parler pour les expositions me dérange un peu. Quoi, j'adore j'ai découvert cet artiste, je trouve fabuleux. Mais bon, il va peut-être faire encore une fois de l'ombre à Monticelli. Enfin bon. Parce que là, dans une même phrase, tu parles de réhabilitation de Monticelli et tu finis en disant dont l'œuvre reste peu visible dans les musées. Ouais. Il y a quand même une légère contradiction, si je puis me Oui, mais permettre, par rapport à ce que c'est, par rapport à... au néant total dans Ouais. lequel il était englouti. Voilà. Voilà, Bon, il a c'est ça. toujours été admiré d'autres peintres. Hein. Voilà. Ça, c'est important. Oh manine qui combine la java des martialos. Les Niston en frissonne, je connais rien de plus beau. On se frôle, ça fait drôle, jusque dans le dos. Quand on vire, ça me chavire, j'en suis Momo. Oh manine qui combine la java du Martialo. À Marseille, nous avons le Prado, la Canebière, le vieux port, le Redon, avec la bonne mère. Tout cela entre nous, ce n'est pas mal peu cher, mais l'on est fier surtout de la valse de chez nous. Oh manine, qui combine la java des Martialos. Oh, les Niston en frissonne, je connais rien de plus beau. On se frôle, ça fait drôle, jusque dans le dos. Quand on vire, ça me chavire, j'en suis Momo. Manine, qui combine la java des Martialos. À Paris, ils font cas de danse insupportable. Rumba ou carioca, ou dit ou que c'est minable. Mais de New York à Java, ils sont bien incapables de danser comme ça, la valse à petits pas. Oh manine, et combine la java des Martialos. Les Niston en frissonne, je connais rien de plus beau. On se frôle, ça fait drôle, jusque dans le dos. Quand on vire, ça me chavire, j'en suis Momo. Oh manine, qui combine la java du Martialo. La Java des Martialos par Alibert. Et vous aurez une fois de plus reconnu
l'amour des Marseillais pour les Parisiens. Ça a commencé bien avant l'apparition de l'OM. Une belle constante. Ouais. Oui. Mon Jean. Ouais, si Monticelli fait pas lire l'étoile de Van Gogh, on va dire qu'Alibert, lui, donne un coup de jus à Léo Ferré. Tu vois. Excuse-moi. Là, au contraire de Monticelli, on va parler de Laurence Alma Tadema, un artiste couvert de gloire et d'honneur de son vivant, totalement oublié aujourd'hui, mais alors, lui, plus académique et plus reconnu par le public, il y en a peu eu comme ça. Hein. On vous racontera un jour en détail l'histoire de l'Académie, hein, mais je crois que c'est important en fait d'en connaître quelques lignes quand même pour comprendre la symbolique de ce qui est arrivé à Laurence Alma Tadema et à beaucoup d'autres, hein, et qui risque d'ailleurs d'arriver, si je puis me permettre, aux artistes officiels d'aujourd'hui, hein, ces stars de l'art contemporain qui ramassent toutes les subventions. Hein. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent autre chose. Ce sont des artistes académiques. Voilà. Sachez déjà que l'Académie royale de peinture et de sculpture fut fondée en 1648 et qu'elle commença véritablement à fonctionner en 1664 sous la tutelle éclairée, si je puis dire, de Colbert. Hein. Ouais, on lui doit beaucoup à Colbert. On lui doit beaucoup, oui. Elle était en fait chargée de former les artistes pour les commandes royales, hein, ni plus ni moins, et ça a duré longtemps, même après la Révolution, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est en 1667 en fait qu'elle organisa le premier salon de peinture. Alors elle fut sans doute supprimée en 1793 pour les raisons que vous imaginez, mais remplacée, elle est 2 ans plus tard par l'Académie des Beaux-Arts qui existe encore aujourd'hui. Alors non seulement celle-ci là s'est révélée incapable de s'ouvrir aux artistes novateurs, mais de plus la multiplication des lieux d'exposition a enlevé tout intérêt pour un artiste d'être lié à un organisme officiel. Là, je suis un peu moins d'accord. Oui, un peu moins d'accord aussi. Les membres actuels de l'Académie ne sont plus associés qu'au jugement de quelques concours et à la conservation des musées dont elle est légataire. Celui, par exemple, de mémoire, celui de Chantilly en est un, en fait partie. D'origine hollandaise, Alma Tadema eut très tôt une idée élevée de son talent. Ainsi, encore enfant, appose-t-il la mention Opus 1 sur un portrait qu'il vient d'exécuter de sa jeune sœur. 60 ans plus tard, écoute-moi bien Robert, l'indication Opus 408 marquera le terme d'une carrière qui lui aura valu tous les honneurs, à la fois académiques et mondains. En 1899, il sera ainsi anobli par la reine Victoria. En 1863, lors de son voyage, là aussi un rituel, on peut dire, un voyage de noces en Italie, il découvre les ruines de Pompéi et c'est le choc. Il en rapportera une impressionnante quantité de photographies qui lui serviront tout au long de sa carrière pour la composition de ses toiles. Installé à Paris, il présente avec succès ses premières peintures. Mais effrayé par l'invasion prussienne, il gagne Londres en 1870, la fameuse franco-prussienne dont on parlait tout à l'heure et qui a laissé tant de déchets dans nos belles régions françaises. Veuf depuis peu, il contracte un second mariage avec Laura Epps. Il aimait bien les jeunesses. Il avait l'air d'avoir une fâcheuse tendance à épuiser ses femmes les unes après les autres et à se marier avec des quasi-gamines. Une évanescente beauté, Laura Epps, qui sera souvent son modèle et deviendra elle aussi peintre. Et puis il acquiert une demeure donnant sur Regent's Park, assez vaste pour y aménager un atelier. Devenu citoyen britannique, puis membre de la Royal Academy, il se fera anglais jusqu'au bout des brownies, au point que sa dépouille repose dans la cathédrale Saint-Paul, panthéon des gloires de l'Empire britannique. C'est vraiment glorieux le mec. Ah oui, non, mais c'est inimaginable aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui Cézanne est au Panthéon, c'est un peu la même chose. Oui, mais si tu veux, vous l'avez dit dans une émission, quelqu'un comme Rosa Bonheur, ses toiles valent des fortunes et sont aux États-Unis. Oui, tout à fait. À part le Labourny-Bernay, au musée d'Orsay, quelques toiles ou à quelques endroits que vous avez cités pendant l'émission. Voilà, c'est Alma Tadema, c'est un petit peu pareil. On en a très très peu.
Voilà, mêlant sans vergogne dans sa peinture l'Empire romain et le monde grec, hein, au point qu'on l'appellera le peintre du marbre. Hein. Il se refuse à exécuter des portraits malgré l'adulation de ses contemporains. Il leur préfère le monde onirique qu'il s'est créé, tu vois, où circulent des personnages totalement idéalisés, hein, sans lien aucun avec le monde des mortels, hein, servis par des couleurs claires, lumineuses, ainsi il faut le préciser, qu'une exceptionnelle qualité d'exécution. Hein. C'est de la très très belle peinture, hein, si on peut dire. Un univers dans lequel Hollywood trouvera une inépuisable source d'inspiration. Hein. Je rappelle tous les péplums de Cécile B2000, ils sont totalement empruntés dans leur esthétique aux peintures d'Alma Tadema. Hein. À regarder ces thèmes de près, on comprend mieux la raison de son immense succès. Hein. L'idéalisation des coutumes de l'Empire britannique sous l'apparence de scènes issues de l'Antiquité, et sous l'apparence, je précise bien, hein, c'est très important, sous l'apparence seulement. Là où nous voyons, nous, à notre époque, que péplum bigarré, hein, les Anglais de son temps décelaient, eux, les contours et le décor d'un rêve glorieux et métamorphosé. Hein. Alma Tadema, en fait, chantait à l'oreille de ses admirateurs ce qu'ils aspiraient à entendre. Roule Britannia, tu vois, flattant le goût du détail pointilleux dans lequel les braves bourgeois de la révolution industrielle, hein, à la fortune, on va dire, récente, mais je le dis pas de manière péjorative, hein, voyaient une valeur suprême. Au-delà des fumées de Birmingham, hein, le soleil impérial brillait, souverain, pour l'éternité. Un rêve que ne tarderait pas à briser la Grande Guerre, hein, celle de 14-18 bien sûr, dont ni la Grande-Bretagne ni la peinture de Sir Lawrence Alma Tadema ne se remirent jamais. Voilà, c'est pas seulement un pompier, hein, Alma Tadema. Je trouve qu'il y a une grâce particulière dans nombre de ses tableaux. Alors, comme pour Monticelli, je vous mettrai un lien vers la peinture d'Alma Tadema. J'en ai trouvé un, il est en anglais, mais les toiles sont assez bien reproduites, pas très grandes, mais assez bien reproduites. Hein. http://arracaille.blogspot.com. Merci mon Jean, encore une belle leçon de peinture et d'histoire, mais bon, moi je suis pas très sensible à ce genre d'œuvre, quoique je suis quand même toujours un peu malgré tout admiratif de la technique superbe de ces peintres. Le merle, mon cœur.
C'était le Rule Britannia dont parlait Jean dans son texte. Donc c'est l'hymne officieux de la Grande-Bretagne, un chant patriotique issu d'un poème écrit par James Thompson et mis en musique par Thomas Arne en 1740. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, franco-britannique, l'entente cordiale et tout ça. Combien il y a de radios qui passent rouler Britannia, à part Radio Libertaire. Radio Libertaire, la voix sans Dieu et sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste, quand même, il faut le faire. Bon, oui, tout le monde peut dire à vous, cher Piquet-Cou, pour votre... artiste oublié. Artiste oublié. Charles Laval. Voilà, moi je vais évoquer Charles Laval. Donc Charles Laval est né à Paris en 1861. Il est bien content. Il est mort dans cette même ville en 1894. C'est jeune. Très jeune, 37 ans, je crois. Non. Donc c'est un artiste peintre français lié au mouvement synthétiste. Alors le synthétisme, moi j'ai trouvé une définition. Je ne sais pas si vous voulez en parler plus. Personnellement, non. Je sais que Robert n'aime pas les Maurice. Alors voilà ce que j'ai. Le synthétisme est un terme utilisé par des artistes post-impressionnistes comme Paul Gauguin, Émile Bernard et Louis Anquetin pour distinguer leur œuvre de l'impressionnisme. Le synthétisme met l'accent sur des motifs plats à 2 dimensions. Donc Charles Laval est élève de Léon Bonnat et de Fernand Cormon. Parmi ses camarades d'atelier, il fréquente Toulouse-Lautrec, Émile Bernard, Louis Anquetin. Paul Gauguin et Laval se rencontrent à la pension Gloanec, à Pont-Aven en 1886 et se lient d'amitié. Gauguin l'entraîne à Panama l'année suivante, avec comme objectif de s'installer sur l'île de Tabago. Mais rien ne se déroule comme prévu, ils doivent travailler à la compagnie du canal de Panama pour payer leur voyage vers la Martinique. Et Laval et Gauguin arrivent en avril 1887 et trouvent au Carbet un lieu qui les inspire. Là, Laval va peindre des paysages aux couleurs éclatantes et on s'accorde pour dire que ces toiles martiniquaises devancent celles de Gauguin. Laval compose ses peintures selon les structures cadencées de Puvis de Chavannes, tout en simplifiant ses figures dans de souples arabesques décoratives. Monumentales et intemporelles, ces femmes de la Martinique, donc ça c'est le titre d'un tableau, se situent à milieu d'un reportage colonial. Leur séjour va s'achever prématurément car tous deux tombent malades. Ils vont se retrouver à Pont-Aven en 1888 et le tableau, Allant au marché, est l'œuvre déterminante et manifeste du synthétisme qui est aujourd'hui au musée d'Indianapolis, donc qui a été fait à cette période-là. Donc le tableau, c'est un couple qui se rend au marché en carriole. Cette peinture semble être un banal portrait d'un couple de Bretons allant au marché, mais derrière l'homme se cache un autoportrait de l'auteur, vêtu en costume breton, et derrière la femme un portrait de Marie Louarn, la seule, semble-t-il, à poser nue à Pont-Aven. Des aplats verts et vermillons pour le fond ou les légers cernes, une composition très animée, un jeune garçon à droite qui soulève son chapeau au passage de la carriole, le col de la femme en gros plan soulevé par le vent. Réalisée à la même époque, l'histoire oubliera aussi que dans un paysage breton, Laval ouvre la porte à ce qui deviendra l'abstraction. Bien des années plus tard, lorsque Laval sera oublié, Bernard et Gauguin, devenus ennemis irréductibles, revendiqueront l'un comme l'autre l'invention de ce système pictural révolutionnaire, occultant le rôle d'un Laval qui discrètement apportait son talent poétique au synthétisme. À Pont-Aven, Laval, malade de tuberculose, peint très peu, et dans le cadre d'une série d'échanges, Vincent Van Gogh lui commande un autoportrait. Laval expose 10 toiles aux côtés de Gauguin, Émile Bernard, Louis Anquetin, Georges Daniel de Montfray au Café Volpini, à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Et les étranges icônes synthétistes frappent d'admiration les futurs nabis. On peut citer aussi une aquarelle de 1889, Bretonne se reposant. Ce sont 2 femmes qui se reposent un jour de moisson. L'une est allongée sur le sol, elle a enlevé ses sabots, elle fait la sieste. L'autre est assise, elle se tient la tête tournée vers l'extérieur du tableau. Aucun ciel n'est visible, l'espace est fermé, il n'y a pas d'aplat intense, juste des couleurs diluées. La belle amitié entre Gauguin et Laval prend fin quand Laval se fiance en avril 1890 à Madeleine Bernard, la jeune sœur d'Émile dont Gauguin était amoureux. Voilà, oublié et malade, Charles Laval rejoindra en 1894, à 32 ans, le paradis des peintres oubliés.
À ce jour, seule une trentaine d'œuvres, huiles et dessins confondus, composent de dialogues raisonnés de Charles Laval, et de nombreux Gauguin apocryphes cachent probablement d'authentiques Laval. Tu veux dire le catalogue raisonné? Oui, oui. Ah oui. Et non le dialogue. Et tout le monde aura traduit. Ouais, Non, alors de nombreux Gauguin apocryphes cacheraient des Laval. On peut voir. Bon, Ça, c'est les meilleurs Gauguin d'ailleurs. Tu vas pas recommencer avec maintenant en nous disant que l'étoile de Charles Laval fait pas lire celle de Gauguin. Ouais, là, je sais Là, pas. Non mais Il y en a très peu, bouquin, mais je vais protester. Le bouquin que tu m'avais prêté là sur Gauguin n'est pas écrit par qui déjà? J'ai un trou. toi aussi. Vargas Llosa, non? Non, je crois Non. pas. Non, c'est quelqu'un de plus connu. Si, c'est quelqu'un de beaucoup plus Bien connu. sûr. Ah oui, je crois. Hein. Ah, il y en a eu un aussi de Somerset Maugham. Voilà, Oui, d'accord. Le Somerset Maugham. Ouais, c'est celui-là. On a lu les deux en fait. Et celui-là est vraiment, Gauguin est vraiment un personnage répugnant. Oui. Il va au fond quoi du. Complètement déshumanisé. C'est pas mal. Et puis, voilà, la lecture de ces deux livres, elle est pas mal, mais parce que, tu sais, on a lu aussi un livre de Vargas Llosa sur Flora Tristan, et où en fait, il entremêle les destins de Flora Tristan et de son petit-fils Paul Gauguin, puisqu'il faut rappeler qu'il était le petit-fils de cette grande militante des droits de la femme. Voilà. Et puisqu'on a parlé de Pont-Aven, je ne saurais trop aussi conseiller la vision du film de Joël Seria, Les Galettes de Pont-Aven. Non mais que je mets dans mon panthéon. Ah oui, non mais Jean. Mais je pense que tu en as fait l'acquisition et que tu ne l'as pas regretté. Ah non, pas du tout, mon Jean. Là, c'est une des acquisitions les plus remarquables. Je pense que c'est un des 5 films les plus intéressants, en tout cas pour moi, sur la peinture. Avec Ivre de femme et de peinture, un film coréen, Le Pollock de Ed Harris, Van Gogh de Piala. Et puis le 5e, j'ai un trou pour l'instant. À propos de Pollock, une de ses dernières œuvres a été vendue 99 millions et quelques d'euros. Pas une grande toile, mais... Et tu l'as mise où alors dans ton petit appartement de Nogent? Non, mais pour dire que les mecs, un Pollock, presque 100 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Il va bientôt talonner Picasso. Aïe.
C'est une gavotte de Pont-Aven. Oui, mais pas une galette, une gavotte. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait... Bon, le morceau dure 3 quarts d'heure, hein, donc... Oui, on a un peu abrégé. Aux grandes dames de notre... Bretonne de choc. Qui a la programmation et qui... Notre bretonne de charme et de choc. Pour passer tout de suite aux expos, à ne pas manquer, que notre camarade Jean, notre hussard noir, va vous exposer tout de suite. Ouais, on a retrouvé le 5e film là qu'on cherchait tout à l'heure, c'est Les Amants de Montparnasse avec Gérard Philippe, qui jouait le rôle de Jeanne Buterne. Qui c'est qui jouait le rôle de Jeanne Buterne? Anouk Aimé. Anouk Aimé. Ouais. Anouk Aimé. Ouais, tu vois, aucun souvenir. Elle était jeune. Oui, elle était très jeune, bien sûr. Oui, les exploits à ne pas manquer. On commence avec Eugène Leroy, un peintre que j'ai découvert lors d'un voyage dans le Schnorr qui date quand même d'il y a 2, 3 ou 4 ans. Hein. Ouais, pourquoi tu nous en as pas parlé? Mais... les choses reviennent des fois, tu sais, comme ça. Oui, j'en ai trouvé d'autres. Hein. J'aurais gagné 4 ans, en tout cas. J'en ai trouvé un d'autre. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bien. Ça, c'est au musée des Beaux-Arts de Tourcoing, qui s'appelle d'ailleurs aussi le musée des Beaux-Arts de Tourcoing, Eugène Leroy, tu vois, c'est te dire. Hein. C'est 2 rue Paul Doumer, 59 200 Tourcoing. Eugène Leroy qualifiait lui-même sa peinture de glébeuse. Je savais que ce terme déjà allait t'accrocher. Ah tu oui, vois, ça, hein. oui. Nu, portrait ou paysage, hein, le modèle n'était pour lui qu'un prétexte hein, pour accumuler la matière picturale d'une infinité de petites touches de couleurs, hein, jusqu'à dissoudre presque totalement hein, les motifs figuratifs dans un empattement sédimentaire énigmatique hein, que seul le recul rend visible. C'est ça que je trouve intéressant aussi. Hein. J'aime bien ça, c'est le côté qui ramène à l'enfance toujours, tu vois. Bon, voilà, ce genre de jeu. Hein. Une peinture réalisée à l'huile de lin, hein, sans cicatif, et dont la croûte solidifiée cache une matière restée molle, vivante. Hein. Tu nous disais, toi, tout à l'heure, que ça mettrait peut-être un siècle à sécher, quoi, à l'intérieur. Si ça sèche. La croûte est sèche, hein, mais à l'intérieur, il y a une vie. Hein. Eugène Leroy a vécu et travaillé toute sa vie hein, dans la métropole lilloise. Son œuvre est aujourd'hui pérennisée, en fait, grâce à la donation faite en 2009 par ses 2 fils hein, au musée de Tourcoing. Composé de 45 tableaux, de 141 œuvres sur papier, hein, encre, fusain, aquarelle, gouache et technique mixte. Hein. De 99 gravures, de carnets de croquis, je ne sais plus combien il en a, et de 13 sculptures, hein, terre cuite et bronze. Elle fait l'objet d'une très belle exposition permanente hein, pour un artiste singulier qui a su rendre visibles ses émotions. Sous la fluidité, sa touche révèle une extrême volonté de faire apparaître et disparaître des formes en densifiant les traces. Hein. On revient au jeu mystérieux dont je parlais tout à l'heure. Renseignez-vous quand même très précisément sur cette expo permanente parce qu'il est possible qu'il y ait des horaires particuliers. Je sais pas trop, j'ai oublié de noter ça. Hein. Voilà, si vous y allez faire un tour, regardez bien ça. Hein. Et puis la deuxième expo, ça c'est un petit clin d'œil, on va dire familial, Bono et compagnie, la bande tragique, c'est au musée de Nogent. Notre Robert va pouvoir y aller à pied. Oui. Mais s'intéresse-t-il seulement à l'histoire de la bande à Bono? Ah oui, tout à fait. Oui. Surtout que hier soir, j'ai visionné un film, le film où il y a Brel et tout. Avec Brel? Ah oui, ça c'est trop marrant. Et donc le musée de Nogent, c'est 36 boulevard Gallieni, 94 130 Nogent-sur-Marne, hein, c'est valable jusqu'au 30 décembre 2012. L'histoire de la bande à Bono, on peut le dire, est une épopée fulgurante, hein, puisqu'elle n'a duré que 5 mois. Hein. Mais elle va marquer fortement les esprits. Hein. Dans une époque de lutte sociale sans merci, c'est très important de le préciser, hein, ce que la presse, ou de le rappeler, ce que la presse surnomme les bandits tragiques, hein, un petit peu romantoque hein, sur les bords, tiennent en haleine une France apeurée à la fois devant tant d'audace, hein, mais aussi et peut-être surtout devant l'échec de la police. Hein. Je sais pas pourquoi ça me fait rire d'un coup, c'est bizarre. Hein, l'échec de la police, bon, c'est une association qui m'a toujours... Non mais échec et police, ça vient bien ensemble, quoi, tu vois. C'est un bon binôme. C'est à la fois un glissement de la cause anarchiste vers le grand banditisme, hein, il faut le dire. Ça, je sais pas. Ah si. Oui, non, on va pas débattre. Non, je sais que tu as, je sais que tu as
une biographie un peu compliquée, mais bon. Et l'introduction en France du hold-up à l'américaine, hein, puisqu'ils utilisaient, ils ont fort bien utilisé l'automobile naissante. Hein. 100 ans plus tard, l'histoire est encore dans les esprits, hein, c'est assez curieux, hein, enrobée d'un romanesque qui a inspiré les auteurs de bandes dessinées ou les cinéastes. Tu viens de le rappeler avec le rôle de Raymond Lascience, dans le rôle de Raymond Lascience, Jacques Brel. Hein. Deux des membres de la bande, Garnier et Vallet, ont été cernés et tués à Nogent-sur-Marne. Je ne sais pas si tu le savais, mon Robert, mais je n'en doute pas. Je connaissais même la baraque avant qu'il la détruise, d'ailleurs. Ah bon, tu vois. Ouais. Il y a longtemps dormi. Non, mais sauvagement. Mais c'était sur les bords de Marne, près du viaduc, là. Bon. Et en tout cas, c'est bon, Bono lui-même, il a été tué à Choisy-le-Roi. Hein. Mais enfin, Bono était-il le personnage le plus intéressant de la bande à Bono? On peut en discuter. Affiches, estampes, photographies, cartes postales, hein, ainsi qu'une scène reconstituant l'ambiance d'un commissariat de police seront présentées à l'occasion du centenaire de l'un des plus grands faits divers de la belle époque. Et je finirai en rappelant cette histoire que j'aime raconter sur la route, pendant des années et des années, sur la route qui va de Nîmes à Alès ou au Vigan, je ne sais plus où elle est, c'est peut-être la route commune. Sur une maison, il y avait comme ça un graffiti qui a duré, mais pendant, je dirais, 20 ans au moins, si c'est pas 25. Bono, et qui venait comme une supplique. Bono, reviens dans ton auto. Voilà. Qui avait été graffé par qui? Je vous le demande. Ah non, pas du tout. Absolument pas. Non, bonjour, bien sûr. Bon. Eh ben c'est bien, Bono, oui. Essayez de revoir ce film de 1968 avec, en gros, interdit aux moins de 18 ans. Depuis, on a vu des films 100 fois pire, si on peut dire. Voilà. Non, mais je pense que ce que véhicule ce film, c'est vrai que les jeunes de moins de 18 ans, c'était pas nécessaire. Enfin, pour les bourgeois qui soient informés de cette histoire. Tous ceux qu'on a connus dans l'histoire de France et d'ailleurs, il en est un qu'a tout perdu, mais qu'a vraiment l'air d'un vainqueur, un de ceux qui rêvaient de voir tous les flics et tous les gradés en chômeur ou bien en clochard, pour que l'on vive en liberté. Bono, la fortune pour toi ne comptait pas, mais les bourgeois en avaient trop, et c'est pour ça. Bono, que tu leur prenais des lingots pour les partager avec ceux qui étaient fauchés. Parmi tous ceux qu'on a traqués, l'un d'entre eux n'était pas manchot. Pour essayer de le coincer, il fallait vraiment se lever tôt. On le cherchait dans tout Paris, alors qu'il était en vacances avec Judith dans le Midi et son frangin Raymond Lascience. Bono, ils t'ont eu mon vieux, ils étaient 1000 contre 2. Toi et ton chien, rien que vous deux. Bono, il y a longtemps déjà qu'ils t'ont flingué. Oui, mais crois-moi, il y en a qui ont toujours peur de toi. Parmi tous ceux qu'on a connus dans l'histoire de France et d'ailleurs, il en est un qu'a tout perdu, mais qu'a vraiment l'air
d'un vainqueur. C'était la complainte de Bono, chantée par Judith Magre. En fait, cette chanson est extraite d'une comédie musicale qui a été écrite par Boris Vian et mise en musique par Louis Bessières. Sur Radio Libertaire, c'est les dernières minutes de cette émission que vous écoutez depuis ce matin pour les leftos, et puis depuis quelques minutes pour les leftards. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, Aracaille, Piquécou, Jean et ma pomme, pour vous parler tout de suite de quoi donc des œuvres de la Fédération anarchiste. 3 œuvres, il y a aussi les choses de la Républico, de Piquécou, Dominique, Esther, Gigolette, s'il vous plaît. Tout à fait. Bon. Maintenant, j'y vais. Ah bah oui, il vaut mieux. Donc, Librairie Publico, vendredi à 19h30, une soirée vidéo avec le film Frères de classe, un documentaire de Christophe Cordier qui dure 52 minutes, suivi, comme d'hab, d'une discussion. Voilà. Une des œuvres de la Fédération anarchiste avec la radio que vous écoutez en ce moment, Radio Libertaire. Alors, un appel au peuple, comme tous les mardis, pour vous rappeler que c'est une radio associative, qu'elle a peu de moyens pour sa maintenance, pour de l'achat de matériel, etc. Et donc, cette radio édite une carte d'auditeur qui coûte 20 € et que vous pouvez trouver à la Librairie Publico, 145 rue Hamelin, Paris, dans le 11e, comme on vous le rappelle chaque matin, quand Jean fait son papier sur la librairie. Voilà, avec 2 permanents. Ah non, ça c'est la Librairie Publico. Bon, mais on passe je commence à mélanger les crayons. Cette Librairie Publico, où vous pouvez trouver la carte d'auditeur en la demandant à nos 2 chers permanents, Max ou Laurent, qui font un travail extraordinaire. Il faut le clamer, le hurler, parce que grâce à eux, cette librairie, ils tiennent à bout de bras dans un monde, vous savez, où sont les rois de les concentrations, etc., les gros groupes qui tiennent le manche, les petits comme nous, comme les libraires indépendantes et surtout les libraires militantes, c'est la baston permanente pour pouvoir survivre. Alors, elle a besoin de vous. Quand vous passez pour prendre votre carte d'auditeur, en même temps, vous pouvez acheter des bouquins, acheter de la presse militante, acheter des DVD, des CD, des tweetshirts, des sweatshirts, des tweetshirts, tout ce bazar, mais qui est bien intéressant pour les comptes de la Librairie Publico, 145 rue Hamelin, un dépôt de presse du Monde Libertaire, auquel vous pouvez vous abonner aussi à la Librairie Publico. Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, qui paraît toutes les semaines. C'est un hebdomadaire assez, vivant, avec des articles de fond, mais aussi des articles sur des événements dans le monde, concernant particulièrement, évidemment, pour nous les anarchistes, les gens qui sont bastonnés par les systèmes divers et avariés qui régissent ce monde pourri. Et dans le Monde Libertaire, vous trouvez tout ça avec des cartoons qui déménagent, un peu pipi caca, mais enfin bon, c'est les jeunes cartoonistes qui ont le droit de s'exprimer. Et comme on parle d'un monde pipi caca, il vaut mieux que ce soit des cartoonistes qui sachent traiter le pipi caca. Voilà. Mais on les aime, on les adore. Ils sont très jeunes, évidemment, des vieux cons comme nous. On est un peu débranchés de tout ça. Voilà, le Monde Libertaire que vous pouvez trouver aussi dans quelques kiosques de la capitale.
Et aussi, et c'est tout. Voilà, j'ai parlé, je vous ai rappelé, hein, on vous rappelle toujours dans cette émission les choses importantes comme celle-ci, parce que une radio associative, une librairie militante et un magazine aussi un peu révolutionnaire, ou même beaucoup parfois, qui vous relate les choses que aucun magazine ne vous relatera jamais, et ben c'est important qu'il continue à vivre, et pour vous, plus peut-être que pour nous, parce que nous on a nos convictions, vous pouvez les découvrir, les partager en lisant ou en soutenant ces œuvres. Voilà, j'ai fait mon petit blabla, mon prêchi. Et puis je précise, parce que moi j'ai fait le test, donc je peux en parler, que si vous achetez 5 t-shirts Anar chez Radio Libertaire, 5 t-shirts libertaires chez Publico, 145 rue Amelot, que vous les enfilez l'un sur l'autre, vous pouvez passer l'hiver, il n'y a aucun souci. Elle est bonne celle-là. Voilà, on a terminé, on vous dit salut. Salut à tous. Au revoir. Je vais terminer en musique en mettant Venez donc voir, qui est la première chanson de cette comédie musicale écrite par Boris Vian, c'est interprété par Yves Robert. Un anarchiste, bandit notoire, qui va se rendre à la police afin de subir son supplice. Si nous payons ces fonctionnaires, c'est bien pour faire leur devoir. Allons, enfants, marchons gaiement. Hardis, les gars, soyons vaillants. Allons, enfants, marchons gaiement. Hardis, les gars, la France attend. « 1911. La bande à Bono. Bono, qui c'est Bono? Un anarchiste. L'anarchie. C'est la revanche des pauvres gens. Les riches sont très riches, les pauvres sont très pauvres, et la vie se traîne tristement. Sans couleur, sans joie, sans espoir, sans printemps.